Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bien, donc, Pickpocket 1959, quatrième film de Bresson, c'est-à-dire que, attendez, c'est la quatrième. Il commence en 1943 avec Les Anges du Péché et tourne un film Les Dames du Bois de Boulogne en 1945. 6 ans plus tard, le journal de Corée de campagne. Ensuite, le condamné à mort s'est échappé en 1958 et 50, non, c'est le cinquième, 59, Pickpocket. Donc très peu de films en 20 ans. Mais il faut dire aussi que la démarche de Bresson était très dérangeante à l'époque. Encore aujourd'hui, elle peut encore vous sembler curieuse pour ceux qui le voient pour la première fois. Mais à l'époque, ça faisait tâche un peu dans le monde de la cinématographie commerciale. Bref, Bresson était un cinéaste très important, il a une très grande influence, mais qui n'a pas eu, en tous les cas, à l'époque, le soutien ni du public, ni d'une grande partie de la profession. Bien, quels sont ceux, d'ailleurs, on va commencer tout de suite, ceux qui voient le film pour la première fois? Attends, enfin, bon, je dirais pas tant que ça, mais enfin quand même. C'est un film, on peut pas dire qu'il passe très souvent, mais enfin, ça fait maintenant, au bout de 60 ans, qu'il commence à être 60 ou 50, dans 50 ans. Non, 60, allez, 60, 65. Bon, 55. Qui commence à être connu et reconnu, mais il est vrai que, pour ceux qui le voient pour la première fois aujourd'hui, ça n'est pas forcément un film facile. Bon, ben, je vous laisse peut-être commencer à poser les questions parce que il y a plusieurs façons d'aborder le film. Alors, autant commencer par celle qui vous intéresse. Enfin, les façons de voir. Bon. Oui, ben... Trois quoi? Oui, alors, allez-y. Oui, ça... Oui, sur l'argent, c'est pas la peine de le dire, d'en parler parce que c'est quand même flagrant puisque le pickpocket c'est quand même fait pour ça. La religion, comment vous voyez ça, vous? Oui. Enfin, oui, si vous voulez, mais je vous pose la question directement sur la religion parce que c'est capital. Oui, mais laquelle? Comment? À quoi là? Non, non, au point de vue religion, c'est extrêmement précis. C'est tout simplement le jansénisme. La prédestination. Yeah. Tout est prédestiné. Et le film est fait sur un parcours, une destinée qui ne veut pas accepter qu'elle est prédestinée. Voilà. Quand on comprend le film comme ça, tout commence à s'éclaircir. C'est-à-dire, déjà, le parti pris, c'est la première fois que Bresson ose enfin faire un film selon ses désirs, c'est-à-dire ne plus filmer une histoire qui se développe, de plus filmer l'extérieur de cette histoire, mais au contraire, tout ce qui est extérieur, le rendant dans le sens restitué visuellement et auditivement. C'est-à-dire qu'il faut que ce que l'on voit soit d'une extrême platitude apparente, c'est admirablement cadré, tout ce que vous voudrez, mais tous les endroits, le métro, tout ça, c'est archi ordinaire. Et c'est très travaillé là-dessus, le champ de course, tout ça, c'est très ordinaire. Et en même temps, le son, donc ce qui est auditif, doit aussi être de totale neutralité. C'est-à-dire, en d'autres termes, supprimer tout ce qui est dans l'ordre de dialogue,
tout ce qui est de l'ordre de la passion, de l'excès, etc. Bref, des variations qui font qu'un dialogue bouge, etc. Là, au contraire, comme vous avez pu le constater, tout le dialogue est fait sur la platitude même de la façon de dire les choses, qui quelquefois risque peut-être même le ridicule. C'est extrêmement, enfin, je dirais, sucré, dans le sens qu'on supprime tout ce qui n'est pas absolument nécessaire, mais d'une nécessité qui ne doit pas être, puisque tout étant prédestiné, tout est absolument normal. Alors, quand on commence à regarder un film de Bresson, il est évident que vous ne pouvez pas ne pas constater à quel point c'est extrêmement ambitieux. C'est, je dirais, extrêmement orgueilleux, tout en ayant l'air d'être d'une totale simplicité et d'une totale humilité. Alors ça devient évidemment les films que vous avez vus. C'est-à-dire, d'un seul coup, où êtes-vous où est-ce que vous en êtes? Bon, alors ici, évidemment, vous avez donc un chemin, un parcours. Ce n'est plus une montée dramatique où on part d'un endroit et on va monter peu à peu dans l'histoire, avec une action de plus en plus tendue et une tension extrême. À la conclusion, bon, on va obtenir tel résultat. Là on a le chemin. À la fin, on a le résultat. Mais sur un parcours, justement, totalement indifférent, totalement neutre, ou simplement un personnage orgueilleux qui croit à son destin qu'il doit fabriquer lui-même, qu'il va être supérieur aux autres. Mais à ce moment-là, vous êtes janséniste, donc vous savez bien qu'à la fin, c'est forcément Dieu qui va vous dire « Mon cher ami, ça suffit, tu rentres dans le rang. » Voilà. Bon. Et, enfin, c'est très intéressant dans le cinéma français, il y a eu à la même époque 2 cinéastes jansénistes, tout à fait opposés l'un à l'autre, vraiment aux 2 pôles possibles du jansénisme, c'est Bresson et c'est Rohmer. L'un et l'autre travaillant sur la perversité, parce que quand même, c'est intéressant ce genre de questions entre la religion, si vous y mettez quand même un peu de perversité. La perversité étant l'intelligence, étant la liberté de l'intelligence, et non pas la perversité purement, je dirais, érotique, qui n'est pas le but. Même si c'est Rohmer, c'est un peu plus complexe. Bon, enfin bon. Mais ce qui est très intéressant, justement, c'est le parcours de Bresson, c'est de vouloir démontrer, ou montrer, pas démontrer, enfin les deux, démontrer en montrant, pour être plus exact, démontrer en montrant la préexistence de Dieu et donc l'obligation d'être dans la prédestination de parcourir et de réaliser la volonté du parcours que Dieu impose. Voilà, c'est cette idée-là. Et quand vous prenez le film, c'est ça. Je vais m'enorgueillir de ma puissance personnelle en allant dans le mal et en faisant le mal, c'est-à-dire en faisant le vol et le pickpocket, mais en définitif, de toute façon, je sais que je mérite un châtiment, donc je ferai tout pour avoir ce châtiment, tout en croyant que je ne le fais pas, d'où la nécessité du rapport avec le commissaire de police, qui, quand vous reprenez l'histoire, n'est pas du tout utile à l'histoire. Elle est utile que dans ce sens-là. Et il faut à la fin une punition, mais une punition rédemptrice et je dirais épiphanique, puisque à ce moment-là, votre châtiment, c'est
d'être tombé amoureux totalement. Donc vous êtes béni par Dieu en ayant fait quand même le mal. Donc, ayant fait le parcours voulu par Dieu, croyant que c'est votre parcours à vous. C'est tout le jeu du film. Alors, ça, c'est pour ça que je vous ai demandé de préciser la notion de religion, parce que c'est très précis chez Bresson, et ça deviendra de plus en plus précis dans son parcours. Pas parce qu'il était janséniste. Moi, c'est pas mon problème, mais enfin. Comment? Le jansénisme, intellectuellement parlant, a fasciné quand même pas mal de monde. Et même encore aujourd'hui, bon, il ne s'agit plus d'avoir la querelle jésuite janséniste du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Là, on n'en est plus là. Mais la pensée janséniste est une pensée en fait très intellectuelle de droite français. Même quand ce n'est pas religieux. Il y a une pensée janséniste non religieuse. Cette espèce de rigueur, en même temps, comment ça s'appelle? Le souci, pas le souci, le désir absolu de glorifier la nécessité. Tout est nécessaire. Ce qui est, pour un artiste, quelque chose d'important, puisque quand même un artiste joue ou doit jouer dans ses formes d'expression, doit jouer la nécessité. Il faut que, par exemple, si vous êtes peintre, que telle couleur, telle peinture soit précise à ce moment-là. Vous n'avez pas le droit de ne pas être nécessaire. Sinon, vous n'êtes pas un grand artiste. Donc la nécessité est quand même liée un peu à ce cheminement que dicte le jansénisme. Alors que par ailleurs, la doctrine religieuse du jansénisme, oui, ça c'est autre chose, c'était un catholicisme. Ça, on peut me critiquer. Si quelqu'un s'y connaît en jansénisme, il pourra me dire que c'est pas ça. Mais enfin, pour moi, c'est quand même la façon dont le protestantisme s'est introduit dans le catholicisme, tout en ayant l'air d'être catholique. Ce qui explique fort bien la querelle, justement, avec les jésuites. C'est pas du tout innocemment. Et ça tombe très précisément un siècle après le début du protestantisme. Et quand on regarde l'histoire même des religions, de la guerre religieuse, en tout cas interreligieuse, c'est extrêmement intéressant. Mais il est vrai que le jansénisme est intéressant parce que ça répond aussi à une sorte de quête de l'intelligence ou intellectuelle de la culture française. C'est pour ça que le jansénisme est quelque chose qui intervient dans beaucoup d'art. C'est vrai en littérature, c'est vrai en peinture aussi. Il y a des peintres qui sont qui réduisent tout à l'essentiel. C'est essentialiste, en fait, contre le jansénisme. Alors que le catholicisme est plus lié à l'acceptation des choses. Alors que ici, justement, dans ce film, on n'accepte pas les choses. Mais simplement, on accepte les faits. Voilà. Les faits et les effets des faits. C'est-à-dire que les leçons de pickpocketisme, ces leçons-là sont des leçons de fait. C'est-à-dire, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Les doigts, le travail sur les doigts, qui est un travail purement factuel. Et on n'est que dans le fait. D'où le côté très dérangeant du film, parce qu'on n'a évidemment pas du tout l'habitude de voir une histoire être racontée uniquement que sur
le côté factuel. C'est ça qui est intéressant. Alors, et donc Bresson, puis alors, en même temps, bon, c'est vrai que il y a un côté agaçant chez Bresson, je le reconnais, mais en même temps, il faut dire qu'il sait quand même filmer. La façon de travailler les plans, etc., les regards, les attitudes, c'est très fort. Bon, le nombre de plans qui chez d'autres, seraient typés immédiatement côté documentaire ou reportage, vous l'avez, mais c'est autre chose. Alors, si vous prenez les scènes de métro, les scènes les scènes, disons, à l'extérieur, vous vous rendez compte que c'est du pur reportage. Et en même temps, ça ne l'est pas. À chaque fois, c'est pas réinventé. C'est reproduit. C'est un côté ascèse. C'est très ascétique. Donc ça devient très étrange et en même temps très reconnaissable par le public, puisque tout le monde vit ça. Il n'y a pas de différence quand on regarde ça par rapport à ce qui se passe dans la vie réelle. Enfin, bon. Alors, vous aviez dit donc... attendez, je ne me souviens plus. Oui, l'amour. L'amour, c'est lié ici à la religion. Bon, alors là, il y a une chose évidemment chez Bresson qui est... il faut lui reconnaître cette qualité. Les jeunes filles chez Bresson, c'est pas la tarte. Hein. Elles sont toutes assez stupéfiantes. Il a quand même découvert quelques... Marika Green, je sais pas, elle n'a pas fait une carrière et pas fait une grande carrière, elle est quand même assez stupéfiante. Hein. Un visage comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Excusez-moi. Oui, alors je m'excuse. Est-ce que c'est elle qui joue dans Au revoir Balthazar aussi? Comment? Est-ce que c'est la même actrice dans Au revoir Balthazar? Ah non. Ça, c'est Au revoir Balthazar, c'est comment s'appelle-t-elle? Oh, j'oublie. Je suis arrivé à un âge où j'ai le droit de perdre les noms. Non, c'est J'ai pas ma elle. réponse. Non, en fait, je suis en train de réfléchir, je pense qu'il n'a jamais tourné 2 fois avec la même actrice. Il a tourné avec Dominique Sanda, il en a lancé quelques-unes comme ça, mais... étant entendu, évidemment, parce que le côté... Il y a une chose qui est intéressante, quand même, dans Pickpocket. Ce qui est très fréquent dans tout son cinéma, c'est... ce qui concerne directement Bresson, personnellement. Et il y a chez Bresson, en effet, une sorte d'immense orgueil. Et son personnage a cet orgueil. Et c'est ce qu'il dit. Enfin, c'était un personnage étrange, Bresson. Enfin, moi, il se trouve que je l'ai connu, donc je le connais bien. Enfin, j'ai bien connu. C'est un personnage étrange. Pas aimable, en fin de compte. Pas aimable. Enfin, il ne cherchait surtout pas à être aimable. D'ailleurs, quand on voit son cinéma, il ne cherche pas à être aimable pour le public. Il est une exigence totale du public. Vous êtes là et vous devez me suivre. C'est pas à moi à vous faire plaisir. Donc, c'est sûrement pour ceux qui voient le film pour la première fois, c'est ce que vous avez ressenti. C'est pas fait pour vous. C'est fait que vous êtes pour lui, et pas l'inverse. Oui, je vous en prie, madame. Ah non, pardon. Tenez, madame. Non? Non, allez-y. Pardon? Allez-y, vous n'avez pas fini. Ah non, moi j'ai fini, si. Ah bon. Excusez-moi, quand vous dites que l'amour est lié à la religion, qu'est-ce que vous voulez dire? Il est prédestiné? Non, dans le film. Oui. Donc, je veux dire que la découverte de l'amour, c'est le moment où il est en prison. En d'autres termes, son désir d'être le meilleur, d'être le plus grand,
euh, est ruiné, mais ruiné par lui, c'est assez complexe. Et à la fin, il ne lui reste plus que ça. Il reste comme sublimation ou comme idéalisation, il n'y reste plus que l'amour. Sa vie, en fin de compte, c'est vers ça qu'il devait aller. Et non pas l'espèce de grande carrière géniale qui eût été la sienne. Donc il l'accepte. C'est une chose à 16, oui. D'accord, merci. Oui, oui, dans ce sens-là. On va dire que c'est vraiment fait là-dessus. Et il faut dire que la dernière séquence derrière les barreaux, c'est très beau d'ailleurs. Oui. C'est merveilleusement filmé. Oui. C'est exact. Merci. Je ne sais pas, d'autres réactions, d'autres questions? Oui. Pardon, on va vous donner le micro. Pourquoi est-ce qu'au début du film, il précise que c'est pas un thriller? Demandez à Bresson, mais je vous réponds quand même pour lui, c'est pas la peine de dire en d'autres. C'est ce que je viens de vous dire. Vous, public, pickpocket, vous êtes venu voir un film policier. Donc, vous voulez voir une petite histoire où justement un pickpocket va-t-il se faire prendre, etc. Là, je vous fais la même chose, mais en vous enlevant tout le plaisir de participer et d'agir dans le film. Vous n'avez aucune action dans le film, vous êtes obligé de recevoir le film. Donc, à ce moment-là, vous n'avez plus le... Bon, je vous donne un exemple. En ce moment, j'ai un travail sur un film de Bresson, de Fritz Lang. Bon, Fritz Lang, c'est génial, hein, la question n'est pas là. Mais, justement, un film policier de Fritz Lang. Tout est fait dès le premier plan pour que le public soit dans le coup et que le public, en fait, veuille agir sur l'action du film. Ou en tout cas, il subit cette action pour pouvoir relancer l'action. Si vous voulez, il est partie prenante dans le mouvement du film. Ici, vous voyez bien que dans ce film, dès le début, vous n'avez aucune prise sur le film. C'est le film qui a une prise ou une emprise sur vous, ou pas d'ailleurs. Donc, en effet, vous ne pouvez pas suivre le même chemin que les autres films policiers, puisque vous n'êtes pas convié à participer au mouvement du film. Le mouvement du film, je vous l'impose, à vous de le recevoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, ce que je veux dire, ce qu'il veut dire. Alors, en plus, ça, c'est le côté, une fois de plus, très orgueilleux de Bresson. Enfin, il avertit le public d'une certaine façon, soyez quand même très heureux, et n'allons pas si loin, mais quasiment en fait, mettez-vous à genoux tellement je vous offre quelque chose de sublime. Il y a un peu ce côté-là quand même. Hein. Ouais. Moi, je crois que c'était plus un aveu. En fait. Comment? J'ai l'impression que c'était plus un aveu en fait. C'était bizarre, c'était pas très orgueilleux de dire ça en fait au début du film. Non, c'est pas. Vous dites un aveu? Bah oui. Oui, enfin, si on veut. Si vous lisez son livre sur le cinéma, enfin, c'est quoi déjà? C'est le cinéma, enfin, le cinématographe déjà. Le fait de dire, non pas cinéma, mais cinématographe, veut bien dire que l'espèce d'orgueil qu'il a par rapport au cinéma. Mais en même temps, c'est pas non plus un orgueil inintéressant la façon de dire. Parce que s'il est cinématographe, c'est-à-dire la graphie, donc l'écriture du cinéma, du mouvement. Et cette écriture-là doit appartenir au film, ne doit pas appartenir au spectateur. C'est bien pour ça qu'il a dérangé profondément le public. Parce que son cinéma refuse ce jeu que le spectateur s'est payé en payant sa place, et donc de participer au mouvement du film. Donc, alors quand vous lisez son livre, c'est plein des phrases. Alors, ça encore, dans l'écriture de Bresson, c'était la littérature archi-janséniste, c'est-à-dire que un mot
c'était le maximum, enfin, un maximum, c'est-à-dire que vous avez sur une phrase peut-être 12 mots, 15 mots, pas plus. Oh là. Alors que d'autres auraient mis trois paragraphes, Bresson, c'est une ligne, quoi. Si vous voulez, c'est une sorte je dirais, de provocation, en fait. C'est pas du tout un avertissement. C'est un avertissement, oui, mais en même temps provoquant. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, il y a un dialogue qui est merveilleux, puis j'ai oublié tout de suite, qui est quand il va voir pour la première fois sa mère, et donc il y a la fille qui lui ouvre, et il dit juste deux mots qui normalement auraient supposé une phrase. Vous rentrez, vous ne dites pas je les ai eus tout à l'heure, hein, je les ai retenus, puis après j'oublie. C'est vraiment une réduction. Le minimum, c'est minimaliste. Alors, bien sûr que j'ai écrit les dialogues. De toute façon, écrire déjà ça, la dernière phrase, il n'y a que Bresson pour faire ça. Quand il débute, son deuxième film, qui est un film admirable, personnellement, moi je trouve ça un des plus beaux Bresson, mais il a renié ce film-là, qui était Les Dames du Bois de Boulogne, bon, d'après le livre de Diderot, enfin la nouvelle de Diderot, est dialogué par Cocteau, et un dialogue sublime de Cocteau. Et le film est très beau, parce qu'en plus, avec des acteurs connus, Maria Cazaret, etc., enfin bon, Lina Labournette et tout le reste. Et Bresson, de plus en plus, a refusé les scénaristes, les dialoguistes, donc lui faisait tout, et en même temps aussi refusé les acteurs professionnels, bien qu'il trichait un peu. Mais il n'empêche que ce sont des acteurs nouveaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... alors que quand il fait du Bois de Boulogne, il accepte le monde des acteurs très connus, quoi, des grands acteurs. Et il a renié les Dames du Bois de Boulogne parce que justement le dialogue était de Cocteau, bon, le scénario là-bas c'était de Diderot, que les acteurs étaient des acteurs trop connus, etc. Alors que il voulait tout simplement épurer une sorte d'épuration totale de tous les éléments qui interviennent dans un film. C'est très, très net dans ce film, d'ailleurs. Moi, je l'ai vu tourner, vous ne pouvez pas savoir ce que c'était. C'était pour le journal de la Curée de Campagne, donc c'était le 3e film qu'il faisait. Il faisait raconter. Il faisait lire au curé, donc à l'acteur évidemment, au curé, la lettre que la comtesse lui avait envoyée. Bon, une importance. Et il fallait qu'il lise la lettre devant la caméra, et il devait tenir un chapelet. Il fallait qu'à tel mot, d'un seul coup, il fasse une pause pour que le chapelet glisse dans ses mains. Attendez, ça a été 43 reprises, ça a duré la matinée pour lire cette lettre. Bresson, c'était un supplice sur les plateaux. Les acteurs devenaient fous, enfin les personnages devenaient fous, puisque ce ne sont plus les acteurs. Les techniciens étaient fous. C'était terrible, c'était une espèce de... enfin bon, mais en même temps, c'était Bresson, quoi. Mais c'était pas rien, Bresson. Oui, allez-y. C'est la première fois que je vois Bresson. Enfin, un premier film de Bresson. Oui, c'est le premier film que je vois. Ça va du chemin, quoi. Et la question que je veux poser, c'est quelles étaient ses relations avec les réalisateurs dits de Nouvelle Vague? Est-ce qu'ils s'entendaient? Comment ils se situaient par rapport... Et je trouve justement, c'est intéressant que vous posiez la question, puisque le film est en effet de l'année de la Nouvelle Vague, 59. En 59, c'est les 400 coups,
Romer va tourner, Le Cygne du Lion, Godard va tourner comment À vos souffles, etc. Donc, c'est la même année. Et d'une certaine façon, ce n'est pas Nouvelle Vague, bien sûr. Mais ce n'est plus, justement, le cinéma classique, le cinéma traditionnel. Cette espèce de cinéma qui se reconstruit autrement, mais qui n'est pas dans l'imaginaire de la jeunesse de la Nouvelle Vague. Il y a quand même, entre Bresson et les gens de la Nouvelle Vague, il y a quand même 30 ans, 40 ans de distance. Bon, ça, c'est une première chose. Ça compte quand même. Donc, il y a ce problème-là, mais il est vrai que les gens de la Nouvelle Vague, et en particulier ceux qui écrivaient dans la Cahier du cinéma, mais aussi les autres, que ce soit René, tous ces gens-là, ont une immense admiration pour Bresson. Bresson est, si vous voulez, cette génération-là a découvert deux cinéastes qui sont nés pendant l'occupation en France, c'est Bresson et Becker. Et ils ont une grande admiration et pour Bresson et pour Becker. Mais il est vrai qu'ils sont plus fascinés par Bresson, par cette espèce de recherche insensée sur l'écriture, qui est une écriture, là on peut dire quand même nouvelle, une façon, par exemple, sur le montage, c'est très étonnant son montage. Il ne respecte plus la dramaturgie utilisée, la dramaturgie du montage utilisée jusqu'alors, c'est-à-dire pour en faire en effet un conflit entre un plan et un autre plan. Là, les plans se succèdent et comme vous avez pu vous en apercevoir, ils ne sont pas conflictuels entre eux. Ils se succèdent. Donc ils n'ont pas de conflit. Vous prenez, je ne sais pas, par rapport à un moment, disons, dramatique, le moment où il va être arrêté. Vous voyez comment il vous empêche d'avoir l'espèce de cœur qui bat, va-t-il se faire prendre, pas prendre, etc., avec un effet de montage et de mouvement d'appareil ou de mouvement de personnage. Là, c'est d'une neutralité, puis d'un seul coup, il est arrêté. Alors qu'on n'a pas... on a vu le piège, parce que c'est dit, etc. Là justement, sur le dire dans le film, sur le côté utilisation de la bande, puisque dès que le cinéma devient parlant, vous avez deux bandes sur la pellicule. Vous avez la bande image, donc la bande visuelle, et vous avez la bande sonore, donc la bande du son, quoi. Et il a fallu un certain temps pour que les cinéastes cherchent à utiliser et à faire jouer entre eux, ou entre elles, si on veut, les deux bandes. Et ici, par exemple, il est intéressant de voir comment, sur le dialogue, c'est d'une neutralité totale et même volontairement une façon fausse de dire les dialogues qui pour Bresson était la façon vraie, parce qu'il ne voulait pas justement qu'on joue de façon théâtrale le dialogue, mais qu'on le neutralise totalement. Donc le côté recto-tono. Bon. On a l'impression qu'il y a un paradoxe complet entre les plans, le montage et les dialogues et la bande-son. C'est ça, absolument. Et en plus, il utilise une autre dramaturgie sonore qui est ce qu'on appelle la voix off. Bien. En d'autres termes, il vous oblige presque à tout aplatir, d'une certaine façon, pour que vous soyez non pas sur l'extérieur, sur ce que vous voyez sur l'écran, mais sur le chemin, toujours, on en revient au destin, le chemin intérieur du personnage. Quel est son parcours intérieur par rapport aux événements, ou en tout cas à ce qui se produit à la surface,
quelles sont les répercussions à l'intérieur. Donc, ce qu'il exige du spectateur, c'est de regarder l'extériorité réduite à la platitude. Ce que ouvre ce côté extérieur sur l'intériorité. Comment c'est reçu à l'intérieur dans l'histoire du personnage. Et à ce moment-là, comment nous, spectateurs, devons entrer dans cette intériorité pour revenir à l'extériorité. C'est ce jeu-là qui est travaillé. C'est vrai que ça a fait avancer l'écriture cinématographique. C'est pas pour rien que Bresson garde encore une grande influence sur les cinéastes. Son écriture est dérangeante, mais elle travaille la création. Oui, attendez, si vous voulez prendre le micro. Et la musique de Lully, du coup, c'est un peu une blague dedans, non? Pour ça, je dis pas raison. C'est évident que il a pris quand même dans d'autres films, il a pris des cinéastes, des musiciens modernes, qui sont d'ailleurs souvent très beaux. Mais là, prendre Lully, c'est peut-être pas innocemment. Lully, c'est quand même le côté Louis XIV, c'est quand même le côté janséniste. Pas pour rien. Et sinon, dans l'addiction, je vais peut-être dire une bêtise parce que je parle en ayant vu peu de ces films, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très très loin de ce que j'ai pu voir chez Straub. Je sais pas si c'est fortuit. Les Straub, c'est pousser le bouchon très loin, le bouchon bressonnier très loin. Ouais. Il y a une filiation entre les deux. Bien sûr, ouais. et même revendiquée. Totalement revendiquée par les Straub, bien sûr. De serait-ce que cette façon qu'ont les Straub de refuser toute possibilité d'interprétation ou de changement de la chose brute qui est représentée. On est dans le côté brut. Mais en même temps, ce côté brut est quand même très distancié. Alors, enfin, on va pas s'amuser. Là, on n'est pas chez les Straub. Ceci étant dit, pour ceux qui ne connaissent pas les Straub, Bresson par rapport aux Straub, c'est le vaudeville, quoi. Et oui, dernière remarque, j'ai l'impression que c'est assez abrupt quand même le dernier retournement de situation psychologique. Enfin, c'est dans ces dernières 3 semaines en fait d'isolation en prison qu'il y a le chemin qui se crée, mais ça nous est livré à la fin, mais il n'y a pas vraiment de progression dramatique ou même psychologique vers son dernier état. Il est quand même obstiné dans le vol jusqu'au bout. Oui, il est orgueilleux dans sa conduite. Enfin, il veut avoir l'orgueil d'être le maître de sa conduite. Et cette conduite, il a... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que le personnage, d'emblée, est en fait culpabilisé. Il sait ou il sent que c'est pas bien ce qu'il fait, mais une espèce d'orgueil. Alors, revenons à la religion, appelons-le un orgueil démoniaque. Bon, son côté démoniaque est très gentil. Enfin, c'est cette idée-là. Et à la fin, il faut que le démoniaque il se rende compte, le démoniaque le met en prison. La seule façon de s'en sortir, c'est le côté mystique, le côté religieux, le côté amour, etc. Mais l'amour divin, quoi. Mais on aurait presque pu attendre chez un autre cinéaste une séquence où ils se mettent les mains dans la tête, enfin une grande séquence d'introspection psychologique, et là c'est vraiment évincé. C'est pas pensable. Ouais. C'est quelle vulgarité. Ouais, c'est ça. Non, il y a dans la conception et l'attitude de Bresson, il y a une volonté aristocratique extrêmement c'est pas... C'est le contraire du film populaire. C'est vraiment le film aristocratique par excellence. Enfin, le cinéma aristocratique. C'est élitiste.
En fait, rien ne transpire sur les visages, ça pourrait vraiment pas être un film muet, quoi. Comment ? J'ai l'impression que le divorce est très très consommé avec le cinéma muet. Dans un film comme ça, il n'y a rien qui transparaît sur le visage. non, quoi. mais ça, dites, vous avez quand même 80 ans de distance. Hein. Oui, mais Non, pas très très bas. une trentaine, quoi. 60, Ouais, 29, 59. 65 ans, Ouais. 65 ans de parcours. Bon, enfin, bon. Et on est d'ailleurs stupéfait de voir en 120 ans bientôt le parcours du cinéma. C'est tout à fait passionnant d'ailleurs. C'est quand même un art qui n'existait pas, qu'il a fallu totalement inventer et qui, en 120 ans, est devenu un art majeur aussi important que les autres arts. C'est pas non plus pour rien que c'est un art et il a fallu du temps pour essayer de comprendre en quoi consistait cet art, à commencer par les créateurs eux-mêmes. C'est pas évident, hein, c'était pas évident du tout. Enfin. Bon, à moi qu'il y ait encore une question, Bon, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, je suis heureux que vous ayez vu le film. Et puis continuez avec Bresson. Hein. Il y a d'autres films quand même très beaux de Bresson, donc il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Merci.